Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Cet épisode est diffusé dans le cadre du Podcaston. Si vous nous suivez depuis quelques années, vous connaissez déjà le Podcaston, qui est un événement caritatif auquel participent plusieurs centaines de podcasteurs à travers le monde. Le but de cet événement est de mettre en lumière le travail d'association. On avait déjà participé lors des 3 premières éditions en vous proposant des épisodes avec les associations United Schools, les écoliers des Philippines et puis l'année dernière l'enfant à l'hôpital. Alors cette année, on va explorer un tout autre sujet. Je vous propose de découvrir le travail de l'association, ou plutôt devrais-je dire des associations, qui s'appelle Place au vélo. Il s'agit en fait d'un réseau d'associations qui vise à promouvoir l'usage du vélo dans vos trajets quotidiens. Et il se trouve que dans mon entourage, j'ai 2 personnes qui sont impliquées localement dans une antenne de Place au vélo. Et ce sont des adeptes du vélo dans les trajets du quotidien, mais aussi en vacances. Nous avons donc fait 2 parties dans cet épisode. La première partie, qui dure à peu près une vingtaine de minutes, présente l'association, ses diverses actions, là où vous pouvez les retrouver, parce qu'en fait, il y a des antennes d'associations vélo comme ça un peu partout en France. Donc voilà, on vous donne un petit peu les clés et puis ce que vous pouvez y trouver, comment vous pouvez vous y investir. Et puis la deuxième partie de l'épisode va être un petit peu plus focalisée sur les vacances à vélo. Et donc Audrey et Mickaël, qui sont mes 2 invités du jour, sont à la tête d'une famille recomposée de 4 garçons et ils ont déjà expérimenté plusieurs façons de voyager à vélo et ils vont nous raconter tout ça. J'aime particulièrement cet épisode parce qu'il montre qu'en fait, voyager à vélo, c'est pas forcément partir 1 an, faire le tour d'Europe, faire le tour du monde, etc. J'avais vraiment à cœur de mettre en lumière aussi des voyages extraordinaires, mais qui sont finalement facilement accessibles à tout le monde. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Audrey et Mickaël, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de Parents Voyageurs. Comme je vous disais juste avant, on se connaît dans la vie réelle, dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, et donc pour moi c'est toujours un petit peu particulier, un petit peu stressant d'interviewer des gens que je connais, de vous faire rentrer dans mon univers professionnel. Mais je suis hyper contente de vous avoir tous les deux, alors bienvenue. Merci et bonjour Floriane. Nous aussi, on est un petit peu, c'est exactement comme toi, c'est-à-dire qu'on est hyper content que tu nous aies proposé ce podcast et en même temps, on est un petit peu stressé parce qu'on ne pourra pas raconter les mêmes bêtises que d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler voyage à vélo, mais aussi vélo dans la vie de tous les jours. Mais avant d'attaquer directement le sujet du jour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, vous et votre famille ? Eh bien, nous sommes une famille recomposée, donc avec Audrey qui a 3 garçons, Julien qui a 16 ans, Maëlo qui a 14 et Tim qui a 10. Et de mon côté, j'ai un fils, Elias, qui a 14 ans. Donc vous êtes quand même assez régulièrement en grande tribu, avec 4 garçons. C'est ça, tout à fait. Ça déménage. Ça bouge beaucoup. Et pas qu'à vélo. Et pas qu'à vélo. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il y en a dans votre petite équipe des enfants qui aiment beaucoup faire du vélo et d'autres un petit peu moins. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Exactement. En fait, on a vraiment 2 enfants d'intérieur et 2 enfants d'extérieur qui ne voyagent quasiment qu'à vélo de leur quotidien, mais les 2 autres qui ont un peu plus de mal à s'y mettre. 2 parents assez moteurs sur le sujet. C'est pour ça que vous êtes là tous les 2 d'ailleurs. On enregistre cet épisode dans le cadre du Podcaston, qui est un événement donc associatif qui vise à mettre en lumière des associations. Il y a un très grand nombre de podcasts qui participent à cet événement. Et donc, on va commencer un petit peu l'épisode par présenter une asso vélo. Mickaël, je pense que c'est plutôt toi qui vas parler de cette partie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Place au vélo, de ces assos vélo autour desquels vous gravitez ? Oui, bien sûr. Donc, on a rejoint Place au vélo en Ré qui s'est créée il y a 2 ans. C'est une association de promotion du vélo quotidien. Et cette association Place au vélo en Ré, elle essaye de refléter en termes de territoire la communauté de communes de Pornic. Ça, c'est un élément qui est important parce qu'en fait, il existe plusieurs associations Place au vélo, ne serait-ce déjà que sur la Loire-Atlantique. Il y a Place au vélo Nantes, Guérande, Estuaire et j'en passe. Donc chacune s'est construite plus ou moins en fonction du nombre d'adhérents et d'un espace géographique. Nous, Place au vélo Ré, on a décidé d'avoir
plusieurs antennes locales. Donc, on a des antennes à Pornic, on a des antennes à Port-Saint-Père, on a des antennes à Sainte-Pazanne. Et donc, on interagit tous ensemble. Chacun est libre de proposer des événements, des ateliers. Et tout ça est coordonné, on va dire, par l'entité principale à Pornic. Et toutes les associations Place au vélo ou qui portent d'autres noms, parce qu'il n'y a pas d'obligation de s'appeler Place au vélo, en fait, sont affiliées à une association principale, une association nationale qui s'appelle la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette. Et c'est elle qui coordonne avec la sécurité routière toutes les actions de sensibilisation qu'il peut y avoir au cours de l'année. Donc là, tu as dit plusieurs choses importantes et notamment, du coup, déjà en termes de géographie. Donc c'est vrai qu'on l'a pas dit là en présentation. Nous, on habite dans le Pays de Retz, c'est au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. Et voilà, comme tu l'as déjà dit, il y a plusieurs antennes de Place au vélo déjà sur notre territoire assez proche. Et il y en a aussi beaucoup ailleurs en France. Et tout ce joli petit monde est un peu chapeauté, en tout cas relié par la FUB, que je trouve très joli comme nom, Fédération des usagers de la bicyclette. C'est ça. C'est très bucolique. Moi, j'aime bien qu'on utilise le mot bicyclette, en fait. J'aime vraiment parce que on parle tous maintenant du vélo. Pourtant, la bicyclette, pour moi, c'était le début de cette histoire. Ouais, c'est vrai. Ça ramène un petit peu, en effet, je trouve, au début du vélo. Bon, on n'était pas là, mais voilà, le mot bicyclette fait un petit peu plus ancien. Et je trouve, fait plus promenade du dimanche, etc. Et vélo, ça fait un truc un petit peu plus utilitaire. Passe partout, et voilà, c'est ça. Ouais, faut avancer. On va parler du coup plus spécifiquement, en tout cas, de Place au vélo dans le Pays de Retz, puisque c'est ce que vous connaissez bien. Mais en tout cas, j'invite tous les auditeurs qui sont intéressés, en tout cas, par l'usage du vélo dans leur vie quotidienne ou du coup pour des vacances, ça on va en parler un petit peu ensuite, à se rapprocher finalement de soit de la FUB, soit il y a des antennes régionales aussi. Donc voilà, il y a des points de contact, etc. Il y a certainement une asso vélo qui existe près de chacun d'entre vous. Que ce soit en métropole d'ailleurs ou dans les alors Drumcom, je crois que ça s'appelle maintenant, parce qu'il y a une association à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y en a une à La Réunion. J'avais regardé la carte sur la FUB, on a vraiment toutes les associations affiliées et il y en a vraiment partout en France et non seulement métropolitaine mais Drumcom. C'était important de le souligner. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec Place au vélo ? On a différentes missions, on va dire, on s'est donné différentes missions. La première concerne tout ce qui est itinéraire du quotidien et infrastructure. Donc, que ce soit au niveau d'une commune, donc faire en sorte que tous les aménagements cyclables soient sécurisés pour un maximum de personnes, et également intercommunaux, donc comment relier deux communes voisines par des itinéraires qui soient sécurisés pour tout public. Ça, c'est la première mission et qui nous amène à être en concertation soit avec les mairies dans le cas des infrastructures sur la commune, soit avec la communauté de communes dans le cas d'équipements intercommunaux. Une deuxième mission, c'est au sens plus large, toujours concernant les itinéraires, c'est proposer des boucles. Ça peut être pour des sorties à vélo, quelqu'un qui veut sortir à vélo le dimanche et qui est nouveau sur la région ou qui n'a pas forcément encore exploré toute la commune, lui proposer des itinéraires cyclables et encore une fois sécurisés pour pouvoir se promener en toute tranquillité avec notamment des enfants. Donc ça, c'est vraiment les deux missions sur la partie itinéraire. Il y a toute la partie sensibilisation, notamment en hiver, sensibilisation aux éclairages, par exemple, le fait d'être bien vu, que ce soit le matin tôt ou le soir tard. Et on voit très souvent des personnes qui ne sont pas complètement éclairées, donc rappeler ces éléments-là. Et également, plus pour le côté travailler l'imaginaire sur le vélo, on parlait de la bicyclette, voilà, de donner du punch à ce type de déplacement. On organise aussi des animations et des conférences autour du vélo. Récemment, on a eu une conférence autour des voyages à vélo et au mois de décembre, on a fait une balade lumineuse à vélo en fin de journée avec une 50aine de personnes, tous éclairés, à faire la fête dans les rues. Bon, j'ai pu participer à un seul de ces deux événements, la conférence sur les voyages à vélo. C'était hyper intéressant et c'est assez rigolo aussi de voir le public que ça draine. C'était assez mélangé et différents types de projets, donc mélangés en termes d'âge, en termes de profil
le social des gens et puis de projets quoi. On a beaucoup parlé de vélo électrique et puis d'autres qui sont vélo mécanique, hein, c'est comme ça qu'on dit. Musculaire, je crois qu'on dit. Musculaire, ouais, pardon. Donc ouais, c'était assez intéressant. Après, moi, ce que je voudrais juste expliquer, c'est que les animations, elles sont aussi primordiales parce que pour que les enfants aussi s'approprient ce sujet, quoi de mieux que de leur offrir une balade lumineuse à Noël avec des vélos qu'on a enguirlandés, parce que c'est vraiment ça. On a vraiment on a décoré nos vélos pour aller tous se balader ensemble. Et ces animations, elles sont cruciales parce que c'est le moment aussi où les enfants s'impliquent. Et du coup, ce qu'ils peuvent entendre de leurs parents qui leur disent, on va faire une balade à vélo, oui, enfin, nous pas trop. Et finalement, ces animations, elles leur permettent eux-mêmes de créer du lien. Et elles sont vraiment primordiales. Depuis qu'on fait des animations, on est passé de 3 adhérents à 7 dans l'assaut. Donc, il y a vraiment cet item qui est capital à mon sens. Et j'ai envie de rebondir aussi, je trouve que c'est un petit peu quand même pour tous les sujets dans la vie, si on implique les enfants, ils vont prendre ça comme des habitudes et ils répéteront ça du coup finalement en grandissant et dans leur modèle familial ou en tout cas de vie adulte. Donc si on veut que les gens fassent de plus en plus de vélo, c'est bien d'impliquer nos enfants, quoi. De commencer par les enfants. Et là, tous étaient demandeurs de recommencer évidemment l'année prochaine. Et voire d'en faire un peu plus. Les 5 kilomètres, beaucoup sont restés sur leur faim. Ah oui. Et ça a créé de l'intergénérationnel puisqu'il y a des enfants qui nous avaient vu en fait décorer les vélos et qu'on demandait à leurs grands-parents de venir. Donc il y avait 3 générations parfois dans la balade. Et du coup, les grands-parents qui n'avaient pas sorti les vélos depuis longtemps, qui étaient là, oui, mais c'est pour faire plaisir à nos petits-enfants. Donc vraiment, il y avait quelque chose de très vertueux. C'est assez chouette. Et du coup, on voit là, ce petit exemple le prouve bien, on peut faire du vélo à tout âge. Oui. Alors parce que moi, vous le savez, tous les deux, moi, je fais pas trop de vélo. Je me suis dit pendant le tour du monde que c'était quand même sympa quand à chaque fois qu'on avait des vélos pour visiter, qu'on arrivait dans un endroit, on partait à vélo avec plaisir. Chez nous, on le fait pas trop spontanément, mais on s'est dit que dans notre nouvelle vie post-tour du monde, on allait intégrer un petit peu plus le vélo. On est très lent, donc on a un enfant qui part au collège quand même tous les jours à vélo, et ça c'est nouveau. Tout ça pour dire qu'avant, moi je voyais le vélo comme un sport en fait, qui faisait mal aux jambes, qui faisait mal aux fesses, quelque chose d'assez éprouvant. J'ai souvent parlé de ça quand j'ai interviewé des gens qui partaient longtemps à vélo en famille. Je dis, oh mon Dieu, mais comme ça doit être épuisant, qu'est-ce que vous avez fait comme préparation physique et tout ça. Mais en fait, oui, ok, c'est une activité physique, mais c'est une activité physique qui peut être douce aussi. C'est pas un truc où on se fait mal. En fait, quand tu es venu justement sur la conférence où on parlait des voyages à vélo, c'était vraiment ce que moi je voulais insuffler parce que Mickaël, fait du vélo depuis toujours, est toujours allé travailler quasiment à vélo. Donc pour lui, c'était quelque chose qui était déjà dans son quotidien. Moi, je freinais plutôt en disant oh là là, c'est vrai que effectivement, j'ai pas vraiment envie d'aller faire des activités au quotidien à vélo parce que je voyais plutôt tous les points un petit peu négatifs. Alors, je pense être quelqu'un de positif, mais je me focalisais là-dessus. C'était sans doute un petit peu, en me disant je suis pas prête. Bon, voilà. Et ce qu'on voulait véhiculer dans la conférence des voyages à vélo, c'est que justement, en fait, aujourd'hui, il y a plein de modes de voyage à vélo qui sont plutôt finalement des activités pour être dehors plutôt qu'être sur du sport. Enfin, en fait, faire 20 km à vélo avec sa famille, c'est une bouffée d'air frais. En fait, c'est vraiment pas une activité physique comme 2 ou 3 heures en salle de sport où là vraiment on a des courbatures. Enfin là, on vit autre chose. Enfin, c'est pas que l'effort physique, c'est vraiment un tout. Et le vélo, aujourd'hui, on a vraiment plein de manières différentes d'en faire sans être fatigué, en fait. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, certains ont des points de vue tranchés dessus. Moi, le vélo assistance électrique, je trouve que ça permet de démocratiser encore plus l'utilisation du vélo en loisir. Il reste de l'exercice parce qu'il faut quand même pédaler. Donc, pour moi, c'est très bien d'avoir démocratisé ça. Et ça permet à certaines personnes qui avaient des freins de se retirer quelques-uns de leurs freins et de pouvoir passer au concret et de partir sur du vélo. Et du coup, alors ce que je comprends dans votre famille, c'est toi, Mickaël, qui a insufflé cette dynamique vélo pour tout le monde? C'est ça. J'ai travaillé en région parisienne, je faisais 8 km aller pour aller au travail par jour. En fait, je me sentais bien en arrivant au travail, beaucoup plus détendu que quand je prenais la voiture ou que je prenais le RER.
Et c'est quelque chose que j'ai gardé, et dès que je peux, y compris sur Sainte-Pazanne, donc ça a complètement changé d'échelle en termes de densité de population, mais dès que je peux prendre le vélo, je prends le vélo. Et vous n'avez pas de frein, par exemple. Nous, c'est vrai que quand même sur notre territoire, il y a pas mal de petites routes de campagne avec des gens qui roulent assez vite. En fait, moi, quand je sors de chez moi à vélo, j'ai un petit peu peur en vrai parce que je suis obligée de passer sur une route qui est assez passante, qui est tout en virage, où les gens roulent vite. Enfin, moi, la première, quand je suis automobiliste, je suis vigilante au vélo parce que depuis quelque temps, voilà, je suis un petit peu plus sensibilisée, mais quand même, je trouve qu'il y a un petit peu des dangers. C'est pour ça qu'on voulait ouvrir l'antenne sur Sainte-Pazanne. Parce qu'en fait, Sainte-Pazanne, effectivement, nous, on connaît bien maintenant, mais les auditeurs ne connaissent pas, mais il y a quand même 101 petits villages qui gravitent autour du bourg. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a autant de dangers pour les gens qui doivent se rendre dans le bourg. Donc, l'idée, c'était de se dire, si on monte cette antenne, on va pouvoir faciliter les rapports justement avec toute la Comcom, avec la municipalité pour pouvoir faire en sorte de sécuriser ces itinéraires du mieux possible pour que justement le frein ne soit plus celui-là en fait, d'essayer de rendre en fait beaucoup plus accessible et beaucoup moins dangereux tous ces itinéraires-là, puisque 101 villages, ça représente autant de personnes qui peuvent venir à vélo. Eh ben oui. En fait, on se rend pas compte quand on est dans le bourg, parce que nous on vit dans le bourg, mais quand on a commencé à graviter autour, on s'est dit oh là là, mais effectivement, si nos enfants étaient à l'extérieur, est-ce qu'on aurait cette même liberté dans le quotidien pour utiliser ce moyen de transport? Et c'est pour ça qu'on a monté l'antenne, parce qu'on voulait vraiment que tout le monde puisse en fait bénéficier de cette chance-là. Et là, il y a un gros travail à faire, c'est sûr. Ouais, bah, c'est vrai que bon, notre commune, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est très étendue et en effet, il y a beaucoup de villages. Donc, c'est pas forcément une configuration qui va se retrouver dans toutes les communes de France, mais quand même, la France est un pays très rural malgré tout. Donc, on est quand même très nombreux à se retrouver dans ce genre de configuration et à prendre notre voiture parce que, de toute façon, le bourg le plus proche, il est à 2-3 kilomètres et que pour 2-3 kilomètres sur des routes de campagne, bah, on va plus facilement prendre la voiture que le vélo. Alors que 2-3 kilomètres à vélo, dans l'absolu, ça se fait quand même assez rapidement. Et effectivement, c'est le frein principal, c'est la notion de sécurité. Et la notion de sécurité, en fait, elle est entre guillemets variable. C'est-à-dire que moi qui ai fait du vélo depuis des années, il y a certaines portions que j'arrive à prendre où certaines personnes ne voudront pas aller parce qu'elles se sentiront pas en sécurité, ça s'entend. Donc c'est aussi un travail de l'association d'essayer d'identifier on va dire, itinéraires bis qui peuvent être utilisés par les vélos et où les personnes se sentiront plus en sécurité. Généralement, ça veut dire allonger un peu le temps de trajet, mais en fait, en vélo, finalement, que ce soit 3 km ou 3 km 5, ça change de quelques minutes à peine. Ouais. Mais si on apporte une meilleure sécurité, un meilleur sentiment de sécurité, bah, les gens seront plus à même d'utiliser le vélo. Ouais, tout à fait. Et concrètement, du coup, comment ça se matérialise justement plus de sécurité? Donc là, tu dis un peu des itinéraires bis, il y a forcément des petites routes, enfin forcément, il y a souvent des petites routes un petit peu moins empruntées par les voitures, etc. Déjà, c'est plus sécuritaire. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un travail de concertation avec la mairie et un de nos objectifs au niveau de l'association, c'est de faire en sorte qu'il y ait des passages, des zones sur lesquelles il y a un marquage au sol visible, comme on peut l'avoir sur certaines communes. Donc, par exemple, sur une traversée de départementale, au moment où les vélos peuvent passer d'une route communale à l'autre route communale, avoir une bande cycliste verte au sol avec un panneau en amont qui indique qu'il va y avoir des passages de vélos pour donner de la visibilité à ces carrefours-là. Il y a aussi un travail on va dire, de sensibilisation et on a commencé depuis 2 trimestres à communiquer au niveau du bulletin municipal, on va dire des rappels de bonne conduite entre les usagers de la route, qu'ils soient automobilistes, cyclistes, piétons, et de rappeler notamment, par exemple, la dernière fois, c'était dans quelles situations on peut dépasser et dans lesquelles il n'est pas conseillé de dépasser un vélo. Parce que très souvent, on se retrouve à avoir des queues de poisson de véhicules juste avant des ronds-points, des choses comme ça, qui augmentent le sentiment d'insécurité. Donc si les automobilistes jouent le jeu, surtout qu'on est sur une commune qui a 30 km/h, ça
ça réduira de fait le sentiment d'insécurité. Sur la matérialisation aussi, la mise en place des miroirs. Par exemple, quand on teste les routes et on voit que si effectivement il y avait un miroir qui était positionné de l'autre côté de la rue, on aurait une meilleure visibilité. C'est aussi repérer tous ces endroits-là. C'est aussi aller repérer des chemins dont le revêtement peut être un peu compliqué, ce qui fait que les cyclistes ne l'utilisent pas, alors que ce sera un itinéraire beaucoup plus sécur qu'un autre. Donc voilà, c'est de travailler sur tout ce qui aujourd'hui est inutilisé ou utilisé seulement en partie. Moi, je me souviens quand j'étais petite, on avait passé un permis vélo à l'école. Pas le sentiment que mes enfants soient passés par là. Il y a des choses qui sont faites auprès des écoles? Et si, il y a toujours, au niveau du primaire, il y a toujours un parcours où ils apprennent justement l'utilisation du vélo. Ça doit être en CM1 ou CM2, mais et c'est toujours inscrit au programme scolaire. Ouais, c'est au programme scolaire, c'est pas juste sur notre commune ou. Non. C'est vraiment géré par les écoles. Ok. Et tu allais dire, Audrey, il y a une attestation qui est délivrée. C'est ça, en fait. Chaque élève reçoit une attestation, en fait, qui prouve qu'ils ont fait cette journée cette journée ou demi-journée de sensibilisation, qui est organisée avec les écoles, mais pour moi, qui est aussi organisée avec la police municipale et la municipalité. Oui, ok. Après, ce qui peut nous manquer en France pour continuer sur cet aspect enfant, et qu'on a vu dans d'autres pays en voyageant, c'est que parfois il y a des parcs entiers qui sont organisés comme des espèces de mini-villes pour les vélos, et où on retrouve rond-point, stop, feu, et les enfants s'amusent à circuler, les plus jeunes, comme si c'était dans une vraie ville, mais si ce n'est que c'est un parc, donc c'est le côté ludique. Vous avez vu ça où? On l'avait vu en Allemagne, et je l'avais vu également en Grèce. Moi, je crois que je l'ai vu en Nouvelle-Zélande, mais bon, on n'était pas à vélo, mais il me semble que j'avais vu un endroit comme ça aussi. Et c'est vrai que c'est bon. Dès qu'il y a un petit côté un petit peu ludique, forcément, ça percute mieux et ça s'imprime comme des habitudes plus ancrées chez les enfants, quoi. De quoi vous avez besoin en tant qu'association qui promeut l'usage de la bicyclette? Comme beaucoup d'associations, on va dire, plus on a de bénévoles, plus on peut faire de choses, hein, forcément, que ce soit sur les concertations avec les instances ou sur les animations. Et là, en l'occurrence, mai est toujours un mois propice au vélo, il y a toujours la fête du vélo. On a beaucoup d'idées en tête, mais pour réaliser ces idées, il va nous falloir des bras. Donc, si on arrive à trouver des personnes qui seraient intéressées pour nous accompagner sur cette fête du vélo, ça serait une belle manière encore de travailler l'imaginaire autour du vélo. Et avec encore une fois des ateliers qui seraient prévus pour les enfants. La mairie de Sainte-Pazanne, par exemple, ça fait 2 ans qu'elle organise des courses de draisienne pour les plus petits. Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait reconduire. Voir des courses de bike life pour les ados. Une parade, voilà, parmi les quelques idées qu'on a en tête. Bon, on s'enflamme un petit peu parce qu'on se dit qu'aujourd'hui nous sommes 7, mais effectivement avant la fête du vélo nous serons au moins le double. J'ai juste pas compris pour les ados des courses de bike life. Bike life. Donc Qu'est-ce ça, que c'est quelque ça chose qui se fait pour les ados, c'est de rouler sur la roue arrière. Ah oui, ok. En levée. Et en fait, c'est beaucoup d'ados en fait se font de la compétition entre eux, entre guillemets, à celui qui tiendra le plus longtemps possible. D'accord, mais c'est pas un peu dangereux ça? Si tu sécurises en fait l'itinéraire sur lequel ils vont le faire, alors généralement évidemment tu prends plutôt une ligne droite, hein, faut quand même être très cohérent. Ils le font très souvent sur des parkings, genre voilà, chez nous le parking de l'Escale ou des choses comme ça où ils sont pas à rencontrer les voitures, ils le font pas sur la route principale par exemple. Parce que sur la fête du vélo, en fait, tu vas réussir à avoir les tout petits, parce que sur les courses de draisienne ou sur l'accompagnement des parents, ça va se faire. Tu vas avoir les primaires, et à peine jusqu'à la fin de la primaire. Mais après, pour toucher les collégiens et les lycéens, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il faut aussi aller sur ce qu'ils aiment. Ouais. Donc, on a essayé de comprendre. Alors, effectivement, avec une tribu de 4, on a quand même quelques pistes quand on suit les copains. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer aussi pour toucher cette tranche d'âge, innover en essayant, par exemple, de faire effectivement le bike life ou autre. Mais en tout cas, vraiment que tout le monde se sente concerné et tout le monde y trouve une petite place. Et la fête du vélo, c'est un événement qui va être uniquement local ou ça se passe un petit peu partout en France? Ça se passe un petit peu partout en France. Je pense que déjà sur notre territoire, il y aura plusieurs communes qui l'organisent. Et voilà, c'est sur l'ensemble de mai. Beaucoup de communes, en tout cas en France, réservent un créneau pour la fête du vélo.
Bon, en tout cas, si donc les auditeurs dans le sud de la barre Atlantique, vous nous envoyez un petit message, il n'y a pas de problème, on saura quoi faire de vous. Ailleurs en France, on renvoie les gens vers la fédération, vers la FUB. Alors la FUB a une page internet très bien faite où on retrouve la carte de France avec en interactif avec toutes les associations qui sont affiliées. Donc il y a juste à aller sur la région qui nous intéresse et on trouve directement les coordonnées de l'association la plus proche de chez nous. Ok, eh ben, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, évidemment, et j'invite tout le monde à aller voir. Donc vous êtes actif à vélo, donc dans le quotidien sur notre territoire, mais vous êtes aussi actif à vélo pour votre plaisir, pour vos vacances. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ça, parce que je pense que c'est la première fois que j'interviewe des gens qui partent pas faire un truc de maboule à vélo, genre le Tour d'Europe, le Tour du monde, etc. La dernière fois que je vous ai entendu parler de ce sujet, je me suis dit, en fait, on peut faire des choses à vélo, c'est accessible en fait. On n'est pas obligé de directement commencer à vouloir traverser toute l'Europe, à vouloir faire des trucs de foufou qui peuvent un peu faire peur pour des gens qui, comme moi, ont déjà du mal à un petit peu aller dans le bourg à vélo. On va parler un petit peu de ça parce que vous avez plusieurs expériences à votre actif, à 2 et à 6. Je ne crois pas que vous ayez fait de choses un petit peu intermédiaires, mais en tout cas, vous êtes partis plusieurs fois en France et en Europe. Déjà, d'où est venue cette idée de passer le pas entre je fais du vélo dans mes petits trajets quotidiens à on va partir en vacances à vélo? Alors, j'ai eu l'idée parce que Mickaël était vraiment sur ce sujet-là depuis longtemps. Et je me rendais bien compte qu'en fait, je l'empêchais quelque part de vivre quelque chose. Et je me suis dit, purée, c'est quand même incroyable. Pour des raisons de santé, je pouvais plus faire de vélo musculaire. Et je me suis dit, mais j'étais pas forcément très, très au fait du vélo à assistance électrique. Et je me disais, j'avais des a priori comme beaucoup de gens. Et je me disais, bon, et Audrey, quand même, depuis le temps, montre-lui que tu l'aimes et essayez de partager quelques jours à vélo. Si ça se trouve, ça risque de te plaire. Bon. J'étais un petit peu partie comme ça quand même. Et effectivement, donc on s'est dit, il y a 5 jours, on n'a pas nos enfants parce qu'effectivement, déléguer 4 enfants, ça commence à être un petit peu compliqué. Et je voulais qu'on essaye cette expérience déjà à 2 pour voir si moi, ça ne me mettait pas à mal parce qu'après, pour pouvoir motiver éventuellement des enfants, si déjà quand le parent est pas très motivé, ça risque d'être compliqué. Donc l'idée a été de se dire, bah écoute Mickaël, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire le canal de Nantes à Brest, mais dans l'autre sens, de Brest à Nantes, comme ça, si vraiment j'en ai un petit peu marre, il y a moins loin pour rentrer, c'était un peu l'idée quand même du plan B. Et du coup, on a planifié ces 5 jours. Je voulais louer un vélo à assistance électrique et ça a été plus compliqué que prévu. Donc finalement, j'ai investi dans un vélo à assistance électrique en me disant, oh, alors là, du coup, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais là, j'ai l'air de vraiment m'embarquer. Et oui, parce que quand même, un vélo à assistance électrique, c'est très bien, c'est formidable. C'est un petit billet quand même à l'achat. Alors effectivement, tu es autour de 800 000 euros, sachant qu'en fait, on a, selon les périodes de l'année, selon les budgets en cours sur la Comcom, des aides qui peuvent aller jusqu'à 400 euros. Donc j'ai eu une aide qui m'a remboursé quasiment plus d'un tiers de mon vélo. Du coup, voilà. En fait, quand tu veux louer un vélo assistance électrique, tu as une location à peu près d'un minimum de 3 mois. Et du coup, finalement, ça te revient déjà à 300-400 euros. Donc tu te dis, bah effectivement, peut-être que l'acheter n'est peut-être pas une mauvaise idée puisque au pire des cas, ça ne le fait pas. Je peux le revendre à un prix qui de toute façon me permettra grosso modo d'avoir payé comme si j'avais pris une location. Donc en fait, je me disais que de toute façon, je prenais pas un risque énorme parce que au pire, j'ai bien un des enfants qui aime pas trop le vélo, mais assistance électrique, il l'aurait pris quand même. Hein. Donc voilà, j'avais quand même d'autres plans en tête. Donc voilà, pour essayer de se faire cette nouvelle expérience en couple, du coup, on décide de faire sur 5 jours le canal de Nantes à Brest. Avec une préparation quand même parce que c'était bien de se dire qu'on partait à vélo, mais moi je me suis dit je fais 3 jours de vélo, je peux plus marcher, donc peut-être qu'avant de partir 5 jours, il serait judicieux d'en faire un peu tous les jours. Donc on a commencé à faire des itinéraires tous les jours qui allaient entre 10-20 km et puis au fur et à mesure on a augmenté. Je me suis préparée pendant 4-5 semaines à peu près. Et ce qui fait que quand on est parti, je faisais facilement 40 km par jour. Ouais, ok. Donc, en fait, une fois qu'on commence, on y prend goût. Et c'est là où, attention,
si vous mettez le pied dedans, vous risquez vraiment de vous prendre au jeu et de vouloir faire toutes vos vacances à vélo. Et du coup, on est parti 5 jours et je pense que c'est la première fois, pourtant je voyage beaucoup depuis que je suis petite, que je me suis sentie aussi libre. Un sentiment de liberté juste incroyable, de pouvoir et profiter d'être avec les personnes avec lesquelles on a envie de partager ces voyages, d'être vraiment à nu dans l'environnement, puisqu'en fait, ce sont des voies qui sont sur le canal de Nantes à Brest, en tout cas, qui sont vraiment aménagées pour les vélos et sur lesquels, du coup, il n'y a aucun danger, ou très très peu. Donc, on est vraiment... on n'est pas toujours à essayer de voir ce qui pourrait poser problème ou dans l'anticipation. On est vraiment dans je profite de respirer l'air pur et de m'imprégner de l'environnement. Et sincèrement, c'est magique. Au bout de la première journée, je voulais pas trop le dire, j'avais un petit peu d'ego quand même. Je me disais, oui, bon, je vais pas dire dès le premier jour que je suis conquise. J'essayais de modérer en me disant, bon, cette première journée était vraiment très bien, mais bon, on verra demain. Et le deuxième jour, c'était encore mieux que le premier. Enfin, vraiment, en fait, c'est une autre manière de voyager et de s'imprégner de l'environnement que l'on découvre, quoi. Et sincèrement, le plus dur, c'est d'être arrivé chez soi parce qu'on a tout de suite envie de repartir pour revivre ça. On a cette liberté qu'on vit assez peu finalement dans notre quotidien. Elle est assez incroyable à vélo. Vraiment. Donc, du coup, ce petit test concluant. Alors, de l'autre côté, moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié sur ce voyage-là, c'est qu'on a, en termes d'hébergement, on a privilégié soit des échanges de maisons, soit des maisons d'hôtes, et chaque soir était vraiment très agréable. On a vécu un concert carrément improbable avec des chansons de marins au second degré, avec des personnes qu'on n'avait jamais rencontrées, si ce n'est par message. En fait, moi, je pensais pas qu'on pouvait faire ce type d'échange sur une seule nuit parce qu'on était toujours parti sur des semaines entières. Et en fait, on a fait des demandes sur les étapes qu'on faisait à vélo. Et le soir même, on avait déjà 3 logements sur les 5 de validés. Et on s'est dit, et en plus, on peut allier les deux. Mais qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et effectivement, on était seuls au monde toute la journée. Et le soir, on se retrouvait à dormir chez des gens avec qui on a créé des liens. Enfin, vraiment, une liberté incroyable. Ça, liberté. Alors pour moi, en plus, sur le côté vélo, ça a aussi un côté, quand on est à pédaler comme ça pendant plusieurs kilomètres, c'est un côté presque méditatif finalement, et vraiment de se sentir bien, de se vider des pensées et juste de profiter du paysage. Et bon, moi, c'est peut-être un petit problème, je sais pas, mais en tout cas, c'est une façon de voir les choses. Quand on part en vacances, nous, on aime bien visiter, faire des trucs. Est-ce que c'est conciliable avec un séjour à vélo? Parce que du coup, tu occupes ta journée par le vélo. Non, parce qu'en fait, ça dépend quel dosage tu veux mettre à ta journée, puisqu'effectivement, alors moi pour le coup, j'avais vraiment envie de pédaler. Je sais pas, oui, je l'ai vraiment dit à voix haute. Tu l'as vraiment dit, c'est enregistré, Audrey. Ça m'a vraiment donné envie de pédaler et du coup pas forcément de m'arrêter pour faire des visites parce que c'est souvent ce qu'on faisait et là c'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Pour autant, en fait, pour en avoir beaucoup échangé avec des gens qui font du vélo, en fait ta portion de vélo, il faut savoir que tu es à peu près sur du 20 km/h. Donc en fait, quand tu dois faire 40 km dans ta journée, t'as fait que 2 heures de vélo, hein. Donc en fait, tu peux tout à fait allouer une demi-journée à sortir de l'itinéraire et à aller passer une demi-journée de visite, aller te rendre dans un parc que tu voulais voir depuis longtemps, aller faire un peu de canoë l'après-midi sur le lac que tu avais vu à côté. Tout est faisable en fait, tout dépend de la préparation ou de ce que tu veux insuffler dans ton voyage. On a fait notamment, il y a une journée, on est sorti du canal pour aller voir le Poët Ferrailleur. Ouais. Et du coup, on a passé à 3 heures sur le site du Poët Ferrailleur et ensuite on est revenu sur le canal et on a terminé notre trajet. Donc c'est une question de préparation, c'est-à-dire que c'est bien de savoir à l'avance un petit peu quelle portion, quel kilométrage on va faire sur la journée et de se dire si effectivement on fait 81 km quand ça fait 4 heures, donc là on n'aura peut-être pas le temps ou l'envie ou quoi que ce soit de visiter. Par contre, si on se dit c'est 40 km, c'est l'équivalent de 2 heures. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes sur la route ou légèrement à côté?
et qui nous donnera envie de visiter. C'est tout à fait envisageable. Finalement, on peut faire un peu n'importe quel type de séjour. Par contre, j'entends, il faut préparer quand même. Au moins tes grandes étapes. Oui. Ouais. C'est-à-dire au moins savoir à peu près où tu dors pour pouvoir savoir comment tu articules ta journée. Parce qu'en plus, là, on était 2 adultes. Si on avait eu les 4 enfants, on aurait aussi pensé très différemment les choses en se disant, bah, déjà 40 km, c'est pas quelque chose qui leur ferait plaisir. Donc, à quel moment on aurait pu leur faire plaisir aussi dans la journée, enfin, se faire plaisir ensemble dans la journée pour pouvoir articuler les nuits différemment, quoi. Et là, ça nécessite de la préparation parce qu'on part d'un point A et on arrive à un point B qui est différent du point A. Contrairement, on en parlera tout à l'heure des vacances qu'on avait fait avec les enfants où là, on était sur un point fixe et on rayonnait. Du coup, c'est complètement différent. Là, il y a moins nécessité de préparation. Ouais, tout à fait. Mais du coup, tu peux rebondir là-dessus. C'était un peu l'idée de ma prochaine question. Parce qu'en effet, vous êtes partis en vacances, c'était l'été dernier, non, je crois? Oui. Vous logiez en échange de maison. Et de là, finalement, vous rayonniez à vélo. C'est ça. Alors, nous étions aux Pays-Bas. Donc, il faut quand même savoir que pour le coup, avoir un pays qui est aussi bien aménagé, c'est assez improbable. C'est-à-dire que chaque route est vraiment doublée d'une voie vélo. Donc, il n'y a pas du tout la problématique de se dire par où on va passer. Bah, par la route normale. Ouais. Donc déjà, c'est facile et c'est plat. Donc, on commençait quand même sur quelque chose de plutôt simple. Mais le deal avec les garçons, c'était tout ce qui est à moins de 15 km aller, on le fait à vélo. Donc, autant dire qu'on était là-bas pendant 2 semaines et demie et qu'on a essayé de faire tout ce qui était à peu près 15 km déjà pour pouvoir faire à peu près chaque jour ou chaque 2 jours, en fait, du vélo ensemble. Sachant que parmi les spots, il y en a 2, c'était des lieux de baignade. Donc sympa. Donc il y avait une motivation supplémentaire pour les garçons, c'est on fait du vélo et on va se baigner et après on rentre. Pas difficile à les convaincre. Ouais. Et mais du coup, comment vous étiez partis là-bas? Vous étiez partis en voiture avec vos propres vélos? Alors en fait, pendant qu'on parlait de l'échange de maison avec les Néerlandais, l'idée ça a été de se dire combien vous avez de vélos. Donc eux aussi avaient 4 enfants, donc c'était plutôt simple finalement. Donc vu qu'ils venaient chez nous et qu'on leur laissait une partie de nos vélos, ils nous ont laissé une partie de leurs vélos. Et les vélos un peu particuliers, comme celui de Mickaël qui a une taille un petit peu spéciale, plus le mien qui est assistance électrique, nous on a emmené ces 2-là. Et donc pour les garçons, ils ont pris les vélos là-bas. Ils ont pris des vélos là-bas. Donc ça a largement simplifié aussi les choses parce que partir en vacances à 6 avec une seule voiture et 6 vélos, bon là ça devient quand même un peu plus sport. Un peu plus de logistique. Mais peut-être pas impossible quand même. Non, c'est une pas bonne impossible. remorque. Voilà, il faut juste avoir le matériel. Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé alors les garçons de cette façon de faire les vacances là? Le premier jour c'était un petit peu, ce serait pas un petit peu du chantage pour qu'on fasse de l'exercice? Bon. Peut-être un petit peu. Pour les 2 enfants d'intérieur, c'était un petit peu ça. Et dès la fin du premier jour, en fait, ils ont adoré. Et finalement, quand on construisait les itinéraires jour par jour, c'est eux aussi qui mettaient des petites portions à faire à vélo. Donc, en fait, ils se sont pris au jeu. Ils ont vu que c'était vraiment marrant qu'on puisse tout le temps être tous les 6 et pour autant pas être collés. Parce que quand on est en voiture, quand même, on a une on est dans un espace certaine. fermé, voilà. Donc voilà, ils ont aussi apprécié qu'on puisse faire cette activité tous ensemble, chacun à son niveau, sans pousser les uns plus loin ou moins loin que les autres. Enfin, vraiment, tout le monde y a trouvé un équilibre et du plaisir. Oui. Ouais, donc ça c'est hyper chouette et c'est intéressant la configuration de votre famille avec 4 enfants qui sont pas tous ultra motivés à la base par l'idée quoi et finalement qui y trouvent quand même leur compte. Il y a eu aussi le vélo du quotidien sur place et notamment voilà pour faire les courses, il y avait l'équivalent de 1,5 km, donc forcément c'était vélo le maximum et ce qui les a on va dire entre guillemets choqués, c'est qu'on arrivait sur une place où il y avait 3 enseignes différentes. Et donc, ils voyaient les habitants aller dans une boutique, ressortir, mettre dans leur sacoche, repartir dans l'autre boutique. Ils disaient, mais ils sécurisent pas, ils ont même pas de cadenas sur le vélo. Donc, ça les a choqués d'un point de vue, entre guillemets, sécurité, là où nous, en France, faut sécuriser le vélo. Jamais on laisserait des courses, voilà, dans les sacoches presque visibles.
Et ça a été un petit peu un choc culturel là-dessus. Ouais, mais ça c'est hyper intéressant. Émilie avait interviewé, bon, ça commence à remonter un petit peu maintenant, mais des gens qui vivent à vélo, qui ont eu leurs 2 filles en route, le temps de ce long voyage qui est toujours pas fini, ça doit bien faire 15 ans maintenant qu'ils vivent sur les routes à vélo. Et en fait, bah eux, ils ont toute leur vie dans les sacoches et ils les laissent. Enfin, en fait, quand t'as besoin d'aller faire les courses, tu laisses d'office ton vélo avec les sacoches, etc. Ouais. Et ils se sont jamais rien fait voler du tout, partout dans le monde. Non, alors effectivement, il y a les petits épisodes hyper drôles de début de vélo avec sacoche. C'est-à-dire que ultra motivé pour aller faire les courses pendant les vacances, du coup, ils préféraient oublier quelque chose au supermarché pour pouvoir y retourner. Enfin, vraiment, on était rendu là, donc à la fin, on se disait, bon, ils font exprès ou... Mais bon, de pouvoir mettre les courses dans les sacoches et de pas se dire que s'il y a 2 sacoches, faut équilibrer. Donc, le premier jour des courses, le vélo tombe, forcément. Forcément. En fait, il y a aussi des choses à organiser. Mais en tout cas, c'était une belle surprise parce que je pensais pas qu'on arriverait à motiver tout le monde. Et tout le monde s'est vraiment pris au jeu. Et au bout des 2 semaines et demie, mais on a bien senti que, en fait, le vélo allait leur manquer. Donc vraiment, on a tenté une expérience qui était aujourd'hui encore, qui était très réussie. Ouais. Du coup, le vélo est devenu un élément naturel de leur déplacement à eux aussi, à la maison, une fois rentrés? Alors, il faut comprendre qu'au même moment qu'on a fait ça, on s'est séparés d'une voiture. C'est-à-dire qu'on avait, pour nous 6, 2 voitures. Et qu'en fait, depuis l'été dernier, on a rendu une voiture et on n'en a plus qu'une. Donc, ça veut dire que maintenant, tous nos déplacements doivent être réfléchis et finalement, on fait beaucoup plus de vélo, de fait, puisqu'au quotidien, on ne prend plus que le vélo et la voiture quand on doit faire des déplacements en dehors de la commune. Mais sinon, on ne se déplace plus qu'à vélo. Donc, finalement, c'était un petit peu le test aussi. Et on a aussi le fait d'habiter dans la commune, dans le centre de la commune. Vous habitez dans le bourg. Les garçons vont à l'école, au collège à vélo, ils vont aux activités extrascolaires à vélo, ils le faisaient déjà avant et ils continuent d'autant plus à le faire. Ils le font plus qu'avant. Et puis, vu qu'on n'a plus qu'une voiture, on s'organise autour du vélo. Et alors, il y a juste un petit truc sur lequel j'aimerais revenir, parce que forcément, vous avez parlé de sacoche. Moi, c'est aussi un peu un frein que j'ai, c'est en termes d'équipement. Qu'est-ce qu'il faut si on veut partir plusieurs jours à vélo? Ça me semble, je me suis jamais vraiment intéressée à fond au sujet, et donc, vu comme ça de l'extérieur, ça me semble quand même une petite montagne. Pour moi, déjà, je me fais une réflexion par rapport à votre propre expérience d'avoir fait le tour du monde. Je pense que vous aviez l'habitude de voyager plutôt léger. Oui, on a pris cette habitude, ouais, ça c'est sûr. En fait, c'est exactement le même principe pour le vélo. Si tu as un doute de savoir si ça va te servir, tu le prends pas. Moi, en fait, sur les 5 mais c'est vraiment ça. Et sur les 5 jours, j'avais 2 sacoches, donc de chaque côté de mon vélo. Et j'en avais même pas une entière de pleine. Enfin, vraiment, j'avais le strict minimum, puisqu'en fait, le soir, s'il y avait besoin de faire une petite lessive à main, je faisais. Ouais. Mais vraiment, en fait, j'ai rien eu besoin d'avoir de lourd, finalement. Donc, un vélo, 2 sacoches, une de chaque côté, et ça suffit. Ouais. Quand même, une sacoche pour le matériel, pour les petites réparations de vélo. Parce que ça, si tu as une crevaison ou il te faut une chambre à air. Chambre à air, j'avais pris une chambre à air pour chaque vélo d'avance au cas où. Ouais. La pompe, les outils pour monter, démonter. Donc ça tient dans une sacoche. Et puis un vêtement, grosso modo. Et après, quelques petits accessoires pratiques qui ont bien aidé, notamment sur le canal de Nantes à Brest. Un petit brumisateur, par exemple, pour se rafraîchir quand il fait un peu chaud. Tellement il fait chaud en Bretagne. Oui, il a fait chaud en Bretagne, je confirme. Voilà, il faisait plus chaud sur un vélo musculaire que sur un VAE. Ouais. Alors, je pense que la première journée, on a commencé, il faisait 34-35 degrés quand même. C'est vrai, mais c'est ombragé, donc c'est hyper agréable. Mais effectivement, des gourdes. Ça, c'est vraiment des choses que tu dois avoir sur toi, quoi. Toujours des gourdes. Une gourde, et toujours qu'elle soit pleine, dès que tu vois un point d'eau, bien. Donc, les sacoches, les gourdes et du petit matériel de réparation. Ça, c'est obligatoire. Et le vélo, il doit avoir quelque chose de particulier ou pas? Ou je peux partir là avec mon vélo, celui que j'ai, ultra basique, que j'ai acheté en grande surface il y a 10 ans. Celui-là, il peut m'emmener quelques jours en vacances ou pas? Oui, s'il est bien entretenu, oui. Ouais.
Tant qu'il n'y a pas de bruit, tant qu'il est bien entretenu, que la chaîne, en fait, les éléments importants sur le vélo, notamment un vélo musculaire, je pense que c'est ce que tu as, c'est la chaîne, donc s'assurer que la transmission va bien, donc bien graisser la chaîne, et éventuellement la graisser en cours de route si besoin, mais normalement sur un court séjour, c'est pas nécessaire. Les freins, parce qu'évidemment, les freins c'est nécessaire. L'éclairage au cas où l'envie prendrait d'aller faire une soirée là où vous êtes et puis de rentrer à la nocturne. C'est tout ce qui est nécessaire sur le vélo. En fait, une révision du vélo avant de partir. Voilà. Ok, bon, ça a l'air hyper simple. Et ce que j'aime bien dans votre projet aussi, c'est qu'il n'y a pas de toile de tente, de réchaud et de machin. On part pas dans un truc ultra complet, compliqué, où on est en mode survie. Alors, en fait, c'était un peu l'idée, hein. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas tout faire d'un coup parce que c'est peut-être un coup à se dégoûter. Je pense que en fait, ça doit déjà, c'est des projets qui doivent maturer aussi et qui doivent te plaire et te donner envie de faire un peu plus à chaque fois. Et je pense que le package de partir tout de suite avec la toile de tente, enfin surtout avec 4 enfants, enfin moi je veux bien, hein, mais quand même il y a quand même beaucoup trop d'éléments à prendre en compte. Je pense que pour que ce soit accessible à tous, il faut y aller par étapes. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise étape, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voudront toujours aller dormir le soir à l'hôtel et faire du vélo en journée. Il y en a qui préféreront dormir en pleine nature, voilà. En fait, il n'y a pas de mauvaise manière de voyager à vélo. En revanche, peut-être pas tout tester lors des premières vacances. Ouais, et c'est un peu, tu vois, je trouve que c'est un petit peu le biais qu'on a, nous déjà dans nos podcasts, mais qu'on trouve souvent dans les histoires qu'on va trouver sur les réseaux ou même sur des blogs, etc. J'ai l'impression qu'on est tout de suite dans un gros projet qui a l'air quand même assez fou, où, en effet, t'as tout, t'as le bivouac tous les soirs, t'as les longues distances sur une très longue durée, etc. Et ça semble assez infaisable. Alors qu'en fait, non, vous avez raison, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Et c'est vrai, tu dis, il n'y a pas de mauvais voyage à vélo, il n'y a pas de mauvais voyage tout court en vrai. Chacun voit midi à sa porte et adapte sa façon de voyager à ce qui lui convient. Et donc en fait, je trouve que c'est hyper important de le dire, c'est qu'on peut voyager à vélo sans se mettre dans la difficulté sur tous les sujets, quoi. Et je pense que si tu t'y mets dans la difficulté, tu prendras pas le plaisir que tu pourrais avoir et tu n'auras pas envie de rempiler derrière. Alors que en fait, on a fait des expériences qui sont, qui déjà pour moi à mon échelle semblaient quand même un grand projet parce que voilà, enfin je trouve que déjà partir à vélo comme ça quand tu fais jamais de vélo pendant 5 jours et faire que ça, moi ça me semblait déjà un bon gros projet sans traverser l'Europe. Hein. Et sans planter la tente le soir. Voilà. Non mais t'as raison. Ouais, je trouve que vraiment, voilà, faut s'écouter et ça sert à rien d'avoir des fois des projets ou des objectifs qui sont inatteignables ou qui pourraient te dégoûter. Vaut mieux y aller petit à petit et puis peut-être qu'on fera jamais plus de 5 jours, mais en tout cas, c'est pas grave. Si on y trouve du plaisir, il faut s'écouter, quoi. C'est justement ce qu'on avait eu aussi comme expérience sur la conférence à vélo, puisque le premier témoignage, c'était une personne qui avait fait 1600 km à vélo, d'un point A à un point B, en camping. Vélo musculaire. Il y avait dans les personnes qui étaient présentes des personnes qui n'avaient pas encore fait de voyage en vélo. Et effectivement, ça peut faire douche froide. Et c'est pour ça que le deuxième témoignage, c'était des personnes qui avaient fait 250 km à peine sur 5 jours, entre copains, en étant logés à l'hôtel toujours au même endroit. Et donc, ça permet de montrer qu'il n'y a pas uniquement une seule façon de faire du voyage à vélo. En fait, c'est comme on a envie de le faire. Si on a envie d'être au même point, toujours au même endroit et de rayonner, c'est très bien. Si on veut faire un trajet d'un point A à un point B sur des itinéraires sécurisés, c'est très bien aussi. Mais le tout, c'est de s'écouter pour commencer. Ah ouais, très très bon conseil. J'avais donc cette petite question, si vous aviez des conseils à donner pour des gens qui n'oseraient pas se lancer, je pense que là vous avez donné le meilleur conseil possible. J'avais aussi comme question comment motiver les enfants un peu récalcitrants. Mais du coup, j'ai l'impression que l'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter et en fait se caler aussi sur les envies de chacun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut allier plusieurs objectifs, c'est-à-dire que nous, on sait qu'ils aiment vraiment se baigner, et la première journée, c'était on a trouvé un point de baignade qui est à moins de 15 km. Donc,
on va aller se baigner à condition d'y aller à vélo pour que chacun aussi trouve un équilibre dans ses vacances qu'on doit faire tous ensemble, mais aussi pour que chacun y prenne du plaisir. Donc on tente, mais peut-être avoir en fait des points d'accroche parce que chaque enfant est différent et a besoin de choses très différentes. Et du coup, essayer d'aller aussi sur des choses qui sont des atouts pour eux pour les motiver, quoi. Et le fait qu'on soit tous les deux motivés, finalement d'avoir des parents motivés qui les entraînent et qu'on mette ça comme un jeu et puis sur certaines portions, il y avait pas de monde. Allez, on tient un peu la bourre, on fait un peu la course. Voilà, c'est des choses tout de suite, ça les amuse et ça leur donne envie de faire le vélo. Tout à fait, très bon conseil. Est-ce que vous avez un prochain projet de vacances à vélo ou des envies, en tout cas, des idées? Je suis sûre que des idées, vous en avez plein. Alors, plein d'idées. plein d'idées. Après, la faisabilité, je ne sais pas trop. On aime beaucoup, nous, les pays européens et j'aime vraiment beaucoup l'Allemagne. Je trouve que c'est un pays qui est fantastique. Je trouve que c'est un pays magnifique et qui, en plus, est vraiment très bien équipé pour le vélo. Et qui aujourd'hui est le premier itinéraire pour les voyages à vélo. La France arrive deuxième sur l'Europe, mais l'Allemagne est le premier pays pour tout ce qui est voyage à vélo. Mais premier en quel sens tu veux dire? En véloroute, En nombre d'infrastructures et en nombre de touristes finalement qui empruntent ces... Ah oui, ok. Et donc l'idée, ce serait, vu qu'on connaît assez mal, voire très peu, l'Est de la France, de pouvoir partir de l'Est de la France et d'aller côté allemand. Il y a le canal de Bourgogne. Il y a le canal de Bourgogne parce que si on y va entre adultes, ça pourrait être sympa aussi de faire un petit peu de tourisme œnologique, qu'on se le dise. Parce que le vélo, c'est bien, mais il faut pouvoir profiter de tout type de tourisme. Absolument, voilà. Absolument. C'est pas toujours hyper adapté en famille, mais tu as raison. On peut. C'est pas parce qu'on est parents qu'on est obligé d'être collé avec nos enfants. Mais ça peut être une idée aussi pour entre guillemets pour se motiver les premières fois de partir, ne serait-ce qu'un week-end avec des personnes qui ont déjà fait ça, en cadrant, en disant soit on va à l'hôtel, soit on va. Et de partir entre copains, c'est aussi une très bonne façon de démarrer finalement. Pour conclure, à votre avis, est-ce que ce mode de déplacement et ce mode de vacances peut convenir à toutes les familles? Sans aucun doute, parce que il y a tellement de niveaux de faisabilité que tout le monde peut y trouver son compte. C'est certain. Il n'y a pas besoin d'être sportif. Il n'y a pas besoin d'avoir une organisation de folie. Il suffit d'y aller par étapes. Et franchement, oui, c'est adapté à tout. Et de choisir des lieux pour commencer où on se sente en sécurité. Donc, les Pays-Bas, c'était très bien parce qu'effectivement, c'était des routes à part. Je pense à des destinations en France comme les îles, par exemple, l'île de Ré, l'île Dieu, qui sont vraiment pensées pour le vélo et il suffit de voir les ports à chaque fois ou les lieux où il y a du monde et à chaque fois, les parkings en vélo sont remplis. Toutes ces zones où, en fait, on se sent à l'aise à faire du vélo, c'est très bien pour commencer. Oui, voilà, toutes les vélodyssées, les canaux aménagés, en fait. Ça, effectivement. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose. Je vous ai pas posé la question un petit peu plus haut alors que j'y avais pensé. Où est-ce qu'on se renseigne pour trouver les itinéraires, etc. Parce que ça aussi, c'est un peu un frein pour moi parce que c'est pas dans mes habitudes de recherche. Je sais pas comment je fais moi pour trouver un itinéraire à vélo. Alors, il y a différentes plateformes en ligne qui existent pour ceux qui aiment regarder en ligne et on pourra te partager les liens pour que tu les mettes en source. Il y a notamment un site, ça doit être France Vélo Tourisme, qui recense tous les itinéraires vélo balisés en France, que ce soit la Vélodyssée, la Vélo Océan, les canals de Nantes à Brest, etc., etc. Il y a également tout ce qui est format papier, et c'est d'ailleurs une question qu'on a eue ou une remarque qu'on a eue pendant les conférences. Il y a ceux qui sont très numériques, très GPS pour faire leur itinéraire, et ceux qui sont très carte papier, et certains qui utilisent les deux. Donc, il n'y a pas forcément de conflit à avoir entre les deux. Et ça, dans tous les offices de tourisme, tu as effectivement les cartes de ta région, parce que déjà, peut-être au début, ça peut être commencé par sa région. Donc, l'office du tourisme du coin peut te donner, en fait, toutes les cartes de randonnée ou te proposer de les acheter parce qu'il y en a qui sont effectivement payantes. Mais il y a déjà aussi dans les offices de tourisme pas mal d'itinéraires vélo gratuits dans ton secteur. Pour finir, juste certaines associations aussi de type Place au Vélo proposent sur leur site internet des itinéraires sur les communes, sur le territoire qu'ils couvrent, des itinéraires pour faire des balades en famille. Ça permet aussi de mettre un peu un pied dedans et de voir l'attrait que peuvent avoir les enfants et de voir comment ça se passe, de tester quoi. Exactement.
Du coup, tu me donneras tous les liens, je les mettrai dans les notes de l'épisode et comme ça, on n'aura plus d'excuses. Voilà. Et testez petit et vous l'adopterez, c'est sûr. Merci beaucoup Audrey et Mickaël. C'était hyper intéressant. Je vais faire écouter ça à Ludo et puis on va peut-être passer le pas nous aussi. Un grand merci à tous les deux. Et si vous avez besoin de parrain pour faire une première expérience à vélo, on est dans le coin. Oui, on sait où vous trouver. Voilà. Un grand merci et bonne journée. À très vite. Merci Floriane, à toi. Salut. À bientôt. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et un grand merci à Audrey et Mickaël d'avoir partagé avec beaucoup de bonne humeur et de sympathie leurs expériences, leur investissement dans l'asso Place au vélo, dans l'antenne locale. Donc on a parlé, c'est vrai, pas mal de la Loire-Atlantique et plus particulièrement du Pays de Retz, parce qu'en fait, forcément, les actions de cette association sont nécessairement locales, parce que les paysages, les territoires ont des configurations différentes, donc forcément, ça nécessite un ancrage local très important. Mais je vous mets dans les notes de l'épisode, du coup, les ressources, les liens nécessaires pour trouver vous aussi l'association qui est près de chez vous et qui s'investit pour plus de vélos au quotidien. Vous retrouvez tout ça dans les notes de l'épisode et bien sûr sur l'article de blog. J'espère que cet épisode vous a intéressé et que vous êtes presque prêt comme moi à passer le pas. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify, à vous abonner au podcast Parents Voyageurs, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux. Tout cela nous aide énormément. Comme d'habitude, sur le blog, vous retrouvez un article avec donc un petit récap de ce qu'on s'est dit avec Audrey et Mickaël, des photos de leur voyage et de leurs vacances à vélo, et puis tous les liens vers les ressources dont on a parlé pendant l'épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!